Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la quatrième partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'accès à l'ENSA 2010, dans laquelle on verra des questions sur les espaces vectoriels, calcul matriciel et les fonctions primitives. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Question 20, on considère les ensembles suivants. A égale à l'ensemble x, y, z dans R3 tel que z égale à 0. B est égal à l'ensemble x, y, z dans R3 tel que x carré moins 2y plus z égale à 1. C égale à l'ensemble x, y, z dans R3 tel que x, z moins y égale à 0. D est égal à l'ensemble x, y, z dans R3 tel que x moins y plus z est égal à 0. Lequel parmi ces ensembles sont des sous-espaces vectoriels de R3? Réponse A, seulement A et C. Réponse B, seulement A et D. Réponse C, seulement A, C et D. Alors ici, on remarque dans les réponses A, B, C, il n'y a pas l'ensemble B. Donc, dans la réponse A, il y a AC, B, il y a AD. Dans la réponse C, il y a ACD. Donc, il n'y a pas l'ensemble B. Donc, on ne va pas faire de calcul pour B. On remarque aussi que l'ensemble A figure dans toutes les réponses A, B et C. Donc, on ne va pas aussi faire de calcul pour A, puisqu'il doit être forcément un sous-espace vectoriel de R3, parce qu'on doit avoir une réponse correcte parmi les trois réponses A, B, C. Donc, pour ne pas perdre du temps, on ne va pas faire de calcul pour l'ensemble A, pour l'ensemble B. On va tout de suite faire des calculs pour C, ou bien on va vérifier les ensembles C et D. Alors, si on trouve que C est un sous-espace vectoriel alors que D non, donc on va tout de suite cocher la réponse A. Si on trouve que D est un sous-espace et C non, on va cocher B. Si on trouve les deux sont des sous-espaces vectoriels, on va cocher C. Donc, on va faire des calculs juste pour C et D. Alors, tout d'abord, on va rappeler ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel. Alors, on a déjà fait un résumé de cours sur les espaces vectoriels dans la vidéo précédente, partie 3 de ce concours. Donc, on va rappeler ça. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E. Donc, E déjà un espace vectoriel. L'espace vectoriel muni des lois addition et fois. Alors, on doit avoir trois conditions. On a déjà vu ça. Donc, la première condition, deuxième condition, troisième condition. Alors, la première condition, il faut que F, l'ensemble F, soit inclus dans l'ensemble E. Alors, deuxième condition, il faut que F soit différent de l'ensemble vide. Et pour montrer que F soit différent de l'ensemble vide, il faut toujours vérifier le vecteur nul. Est-ce que le vecteur nul appartient à l'ensemble F? Donc ça, c'est très important. La troisième condition, il faut vérifier la stabilité par la somme de deux vecteurs et la multiplication par un scalaire. C'est-à-dire, il faut vérifier quel que soit U, V, deux vecteurs dans l'espace vectoriel F, ou bien dans F plutôt. On n'a pas encore montré que c'est un espace vectoriel. Alors, quel que soit U, V dans F, et quel que soit lambda, un scalaire dans R, on doit vérifier que lambda U plus V appartient à F. Alors, si on vérifie ces trois conditions, bien sûr, c'est que F est un sous-espace vectoriel de E. Alors, ici, on a dit qu'on vérifie que F est non vide. Pour cela, il faut toujours vérifier le vecteur nul appartient à F. Pourquoi? Parce que le vecteur nul, c'est plus simple à vérifier déjà. Et la deuxième chose, c'est que le vecteur nul, c'est l'élément neutre pour l'espace vectoriel E. Donc, si l'élément neutre n'appartient pas à un ensemble, donc forcément, ce n'est pas un espace vectoriel. Donc, alors, pour les élèves sciences expérimentales, ce que vous devez connaître, c'est que le vecteur nul, on l'appelle avec flèche ou bien tout simplement on l'appelle E, bien 0 de E, c'est-à-dire l'élément neutre, le vecteur nul pour l'ensemble E ou bien l'espace vectoriel E. On le note tout simplement par 0. Donc, ne faut pas confondre avec vecteur nul et le 0 qui est un scalaire. Alors ici, pour les élèves sciences expérimentales, ce que vous devez connaître, c'est que le vecteur nul doit toujours appartenir à un espace vectoriel. Sinon, il n'est pas un espace vectoriel ni un sous-espace vectoriel.
Alors ici, par exemple, dans l'ensemble B, si on remplace par le vecteur nul de coordonnées 0, 0, 0, donc si on remplace ici par 0, 0, 0, on aura 0 au carré, moins 2 fois 0, c'est 0, plus 0, c'est 0. 0 n'est pas égal à 1. Donc, comme vous remarquez, 0 n'appartient pas à B. Donc, tout de suite pour B, on va dire que 0, le vecteur nul, n'appartient pas à B. Tout de suite, on dit que B n'est pas un espace vectoriel ni un sous-espace vectoriel. Donc, n'est pas un espace vectoriel ou bien un sous-espace vectoriel. Alors, maintenant, pour les élèves sciences mathématiques, vous avez déjà vu que dans un espace vectoriel, E plus fois, alors l'espace vectoriel doit vérifier plusieurs conditions. Donc, la première condition qu'il doit vérifier que E muni de la loi addition doit être un groupe commutatif. C'est quoi un groupe? Un groupe, c'est-à-dire un ensemble qui contient l'élément neutre. L'élément neutre pour l'addition, c'est 0. Alors, 0 doit forcément appartenir à E pour que ce soit un groupe. S'il n'appartient pas, alors forcément, ce n'est pas un groupe. Et s'il n'est pas un groupe, donc ce n'est pas un espace vectoriel. Alors, maintenant, on va commencer. Alors, comme je vous ai déjà dit, on va tout simplement vérifier C et D pour ne pas perdre du temps. Il ne faut pas aller vérifier A et B parce qu'on va tout simplement perdre du temps dans le concours. Alors, dans l'ensemble C, on a les x, y, z dans R3 tels que x fois z moins y égale 0. Alors, déjà, on a C. Donc, l'ensemble C est inclus dans R3. Ça, c'est clair. Même chose pour l'ensemble D. Donc, D aussi inclus dans, voilà, inclus dans R3. Maintenant, on va vérifier est-ce qu'ils sont les deux ensembles, est-ce qu'ils sont vides ou pas. Donc, on va vérifier l'élément neutre, comme on a dit, le 0, le vecteur nul. Alors, le vecteur nul pour donc l'ensemble C, on va remplacer par 0, 0, 0. On trouve que 0 fois 0 moins 0, bien sûr, c'est égal 0. Donc, c'est clair que 0, le vecteur nul, appartient à l'ensemble C. Même chose pour D, on va avoir 0 moins 0 plus 0, c'est égal 0. Donc, bien sûr, le vecteur nul appartient à l'ensemble T. Alors maintenant, il nous faut de vérifier, donc voilà, ici, la stabilité par multiplication par scalaire et la stabilité par somme de deux vecteurs. C'est-à-dire, si on fait la somme de deux vecteurs qui appartient à l'ensemble C, est-ce qu'on va avoir un vecteur qui appartient à C? Donc, on va prendre deux exemples. Alors, l'exemple du vecteur U1 de coordonnées 1, 0, 0. Alors, ce vecteur appartient à l'ensemble C. Pourquoi? Parce qu'il vérifie cette équation. Alors, 100x fois 100z est égal à 100y. Donc, ici, on a x fois z moins y égale 0. C'est équivalent à dire que x fois z est égal à y. Donc, ici, on a 100x, c'est 1. Donc, c'est 1, 100x, et fois 100z qui est 0. Donc, voilà, 100x fois 100z, c'est 0. Alors, on trouve 0 qui est 100y. Voilà, donc 1 fois 0, c'est 0. Donc, il vérifie cette équation. Donc, U1 appartient à C. Même chose, on va prendre autre vecteur, U2, de coordonnées, cette fois 0, 0, 1. Aussi, il appartient à C. Parce que 100x fois 100z est égal à 0 fois 1 égale à 100y. Donc 0 fois 1 c'est 0 est égal à 0. Donc ce sont deux vecteurs qui appartiennent à C, ça c'est clair. On va maintenant faire la somme. Donc on va donc vérifier par la somme. Alors U1 plus U2 à quoi est égal à? Donc le x de U1 plus le x de U2. Donc on va avoir 1 plus 0 c'est 1. Et le y de U2 plus le y de U1. On va avoir 0 plus 0, c'est 0. Et le z de U1 plus le z de U2, c'est 0 plus 1. Donc, on va avoir 1. Alors, est-ce que ce vecteur appartient à C? Donc, on va vérifier, est-ce que 100x fois 100z égale à 100y? Alors, 1 fois 1, donc 1 fois 1 est égal à 1. Donc, ça, c'est différent de 0. Donc, ces coordonnées, ou bien les coordonnées de ce vecteur ne vérifient pas l'équation xz moins y égale 0. Donc, ce vecteur n'appartient pas à l'ensemble C. Alors, on déduit tout de suite que l'ensemble C n'est pas un sous-espace vectoriel de R3.
Alors, puisque C n'est pas un sous-espace vectoriel de R3, donc maintenant on peut cocher la bonne réponse. Alors, la réponse A est fausse puisqu'il contient l'ensemble C. La réponse C aussi il est fausse puisqu'il contient l'ensemble C. Donc, il ne reste que la réponse B qui est correcte. Alors, si vous voulez vérifier pour l'ensemble D, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel ou non? Donc, vous allez tout simplement vérifier cette condition. Donc, vous prenez deux vecteurs UV qui appartient à D et un scalaire de R. Vous calculez cette combinaison lambda U plus V et vous montrez qu'il appartient à D. Donc, vous allez effectivement trouver que D est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, je vais vérifier avec vous que l'ensemble D est bien un sous-espace vectoriel de R3. Alors, on va prendre deux vecteurs de D. Alors, soit les vecteurs U1, donc de coordonnées X1, Y1, Z1, et le vecteur U2 de coordonnées X2, Y2, Z2, deux vecteurs de l'ensemble D, et soit lambda, un scalaire dans R. Alors, on va vérifier est-ce que lambda U1 plus U2 appartient à D. Donc, on va calculer cette somme. Alors, on aura donc lambda U1, c'est égal à lambda. Donc, U1, c'est X1, Y1, Z1, plus U2, c'est X2, Y2, Z2. Alors, puisque U1 et U2 appartiennent à l'ensemble D ici, donc leurs coordonnées, vérifie l'équation x moins y plus z égale 0. Donc, on va avoir moins y ici. L'autre côté, on va avoir y égale à x plus z. Voilà, donc leurs coordonnées doivent vérifier cette équation. Alors, on va donc remplacer ici. Donc, on aura, alors ça c'est égal lambda, facteur, alors x1 et y, on va le remplacer par ça. Donc, y1, puisque U1 appartient à D, donc Y1 est égal à X1 plus Z1. Donc, on va remplacer ici par X1 plus Z1. Et ici, on va mettre Z1. Plus, ici, on a X2. Et Y2, même chose, doit vérifier cette équation. Donc, on aura Y2 égale à X2 plus Z2. Donc, on va mettre ici X2 plus Z2. Et on va mettre Z2. Alors, maintenant, on va calculer alors lambda. Lambda fois X1. Donc, lambda x1 plus x2. Donc, on ajoute, donc, pour le scalaire, on multiplie le scalaire lambda par x1 et par la deuxième coordonnée, la troisième. Et la somme, on va faire la somme des, donc, la première coordonnée avec la somme avec la première coordonnée et la deuxième coordonnée avec la deuxième coordonnée, la troisième coordonnée avec la troisième. Donc, ça, c'est clair. Donc, alors, on va avoir lambda fois x1, donc lambda. Donc, facteur x1 plus z1 et plus x2 ici, plus la deuxième coordonnée ici qui est x2 plus z2, virgule, lambda fois z1 plus z2. C'est-à-dire que c'est égal à lambda x1 plus x2. Ici, on va développer lambda x1 plus lambda z1 plus x2 plus z2, virgule, lambda z1 plus z2. Alors, est-ce que ce vecteur appartient à l'ensemble D? Donc, il faut que ces coordonnées vérifient l'équation y égale à x plus z. Donc, le y, c'est la deuxième coordonnée. Et x, c'est la première, z, c'est la troisième. Donc, on va faire la somme de la première coordonnée avec la troisième coordonnée et voir est-ce que c'est égal à la deuxième coordonnée. Donc, voilà. Donc, on va faire la somme ici. On aura y x1 plus x2, ça c'est la première coordonnée, plus la troisième coordonnée qui est plus lambda z1 plus z2. Et on va voir est-ce que c'est égal à la deuxième coordonnée. Donc, lambda x1, le voilà. X2, le voilà. Donc, lambda x1, c'est ça. X2, le voilà. Et puis, ici, on a lambda z1. Donc, le voilà. Z2, le voilà. Donc, exactement, la somme de la première et la troisième coordonnée est égale à la deuxième coordonnée. Donc, effectivement, ce vecteur appartient à l'ensemble T. Alors, on a trouvé que lambda
U1 plus U2 appartient effectivement à l'ensemble D. Alors on déduit que D est un sous-espace vectoriel de R3. Question 21. Soit W est égal à l'ensemble x, y, z appartenant à R3, tel que x plus y moins z est égal à 0 et 2x moins y est égal à 0. Réponse A, dimension de W est égale à 1. Réponse B, dimension de W est égale à 2. Réponse C, dimension de W est égale à 3. Alors ici, on a l'équation x plus y moins z est égale à 0 correspond à l'équation cartésienne d'un plan. Même chose ici, 2x moins y égale à 0 correspond aussi à l'équation cartésienne d'un plan. Et on a ici E, c'est-à-dire intersection entre deux plans. Alors, on sait que l'intersection entre deux plans est toujours une droite, sauf si les deux plans sont confondus, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, si on a un plan, alors intersection avec un autre plan, qui n'est pas confondu avec le premier, alors est toujours une droite. Alors, c'est quoi la dimension d'une droite? C'est 1. Donc, on peut ici directement cocher la réponse A, sans faire de calcul. Maintenant, on va vérifier ce résultat avec le calcul. Alors, on va dire soit le vecteur U de coordonnées x, y, z, un vecteur de l'espace W. Alors, puisque U appartient à W, alors ces coordonnées x, y, z vérifient les deux équations qu'on a ici. Donc, on va écrire x plus y. Alors, moins z de l'autre côté est égal à z. Et ici, on aura 2x moins y de l'autre côté, on aura égal y. Alors maintenant, le vecteur u est égal à x, y, z. Alors, u est égal, alors x, y, c'est 2x. Donc, on va remplacer par 2x. Et z, c'est x plus y. On remplace, on trouve x, 2x. Alors, x plus, alors y, c'est 2x. On trouve que le vecteur u est égal à x, 2x, x plus 2x, c'est 3x. Maintenant, on factorise ici par x. Alors, x facteur, ici, il reste 1. Dans la deuxième coordonnée, il reste 2. Et la troisième, il reste 3. Alors, on a montré que tout vecteur de W s'écrit de manière unique sous forme d'un scalaire lambda fois le vecteur de coordonnées 1, 2, 3. Alors, on déduit que donc, la famille constituée par le vecteur 1, 2, 3 est une base de l'espace vectoriel W. Donc, d'après le résumé du cours qu'on a fait dans la vidéo précédente, on a déjà vu que la dimension d'un espace vectoriel est égale à le cardinal de la base. Donc ici, on a B, on l'appelle B, la base. Alors, c'est quoi le cardinal de cette base? C'est-à-dire, il contient combien de vecteurs? Un seul vecteur. C'est le vecteur de coordonnées 1, 2, 3. Donc ici, la dimension égale la cardinal égale quoi? Égale à 1. Donc, on a bien vérifié la bonne réponse qui est la réponse A. Question 22. Soit A une matrice carrée d'ordre n, vérifions. A à la puissance 3 moins A égale à moins in. Soit B égale in moins A facteur in plus A. On considère les égalités suivantes. Première égalité, B moins 1 est égal à A. Deuxième égalité, B moins 1 est égal à in moins A moins 1 facteur in plus A moins 1. Troisième égalité, B moins 1 égale in plus A moins 1 facteur in moins A moins 1. Parmi lesquelles ou laquelle de ces égalités est vraie? Réponse A, 1 et 3. Réponse B, seulement 2. Réponse C, seulement 3. Alors ici, dans les réponses, ou bien les égalités, 1, 2, 3,
on nous demande de calculer B-1, c'est-à-dire la matrice inverse de la matrice B. Donc ici, on nous donne l'expression de B et l'équation vérifiée par A. Alors, tout d'abord, je vais vous rappeler ce que c'est que la matrice identité. Alors, la matrice identité d'ordre n est égale à. Donc, dans la diagonale, la première diagonale, on a des 1. Alors ici, 1, 1, etc. Et 0 partout. Donc, des 0 ici et là. Même chose ici, des 0. Alors, dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, la matrice identité, c'est-à-dire I2, est égale à 1, 0, 0, 1. Dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3, la matrice identité I3 est égale à donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, dans la matrice, dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre n, on a ça. Donc, dans la première diagonale, on a des 1. Comme ici, des 1, des 1 et des 0 partout. Alors, si on multiplie une matrice quelconque, par exemple une matrice M, on la multiplie par IN, on trouve toujours M. Et si on multiplie aussi IN, c'est-à-dire l'inverse, IN fois M, on trouve, bien sûr, on trouve M. Alors, IN est la matrice, c'est l'élément neutre dans l'ensemble des matrices carré d'ordre n. C'est comme dans les nombres réels lorsqu'on multiplie par 1. Si on a un réel x, on le multiplie par 1, on trouve toujours x. C'est même chose si on écrit que 1 fois x égale aussi à x. Alors pour montrer que b moins a est égal à a, c'est-à-dire que a est la matrice inverse de b, il suffit de montrer deux choses. Donc la première chose, c'est de montrer AB égale à BA égale à l'identité, ou bien la matrice identité. Donc, si on nous montre ces deux choses-là, AB égale BA, ou bien AB égale à IN et BA égale à IN, alors, dans ce cas, la matrice A est la matrice inverse de B. Donc, ceci est équivalent à dire que la matrice inverse de B, qui est B-1, est égale exactement à A. Donc, ici, comme dans les nombres réels, lorsqu'on dit que X fois X-1 égale à x-1 fois x égale à l'élément neutre qui est 1. Donc, dans l'ensemble des réels, lorsqu'on multiplie x par son inverse, x-1, bien sûr, x ici est différent de 0. Alors, lorsqu'on multiplie x par son inverse, ou bien l'inverse de x fois x, on trouve 1. Donc, c'est exactement ici. Alors, pourquoi on montre que AB égale à BA? Pourquoi ne pas montrer seulement AB égale à IN? Alors parce que la multiplication dans l'ensemble des matrices n'est pas commutatif. Alors que dans l'ensemble des réels, x fois x-1 ou bien x fois y est toujours égal à y fois x. Donc il suffit de montrer l'une des deux. Donc ici, il suffit de montrer que x fois x-1 est égal à 1. Par contre, dans l'ensemble des matrices, il faut montrer les deux. AB égale à IN et BA égale à IN. Alors, pour montrer ça, donc, il suffit de faire le calcul. On va calculer donc AB. Alors, c'est A fois, alors B, on va remplacer par ça. Donc, facteur IN plus, moins A. Facteur IN plus A. Alors, ça, c'est égal à, donc A, la matrice A, facteur. Donc ici, bien sûr, on a une identité remarquable, mais dans l'ensemble des matrices, il ne faut pas utiliser les identités remarquables, sauf s'il y a commutativité. Donc ici, bien sûr, la matrice identité, il commute avec toutes les matrices. C'est-à-dire que IN fois A est égal à A fois IN est égal à A. Donc ça, la matrice identité commute avec toutes les matrices. Donc on peut utiliser l'identité ici, si vous voulez. Alors on va développer de manière générale. On a IN fois IN, c'est IN au carré, qui est aussi IN. Donc, on va mettre au carré. Alors, IN fois A, c'est A. Donc, car IN est la matrice identité. Donc, IN fois A, c'est A. Alors, maintenant, moins A fois IN, c'est moins A. Et puis, moins A fois A, c'est moins A au carré. Alors, ça, c'est égal à. Donc, AB est égal à. Ici, on aura A, facteur. IN au carré, c'est IN. Et puis, A moins A,
c'est la matrice nulle. Donc, ils vont se simplifier. Il reste moins a au carré. Maintenant, on va développer. On aura a fois in, c'est a. Et puis, moins a fois a au carré, c'est a à la puissance 3. Alors, maintenant, on va revenir donc à l'énoncé. On a a à la puissance 3 moins a est égal à moins in. Donc, voilà, a à la puissance 3 moins a est égal à moins in. Donc, ici, dans les deux côtés, on va multiplier par... Donc, on va multiplier par moins in. Donc, on aura moins in fois a à la puissance 3, c'est moins a à la puissance 3. Moins in fois moins a, c'est plus a. Et moins in fois moins in, c'est plus in au carré qui in. Donc, finalement, a moins a à la puissance 3, c'est exactement in. Voilà, donc on a calculé AB, on a montré que c'est in. Alors, il reste l'autre, BA. Donc, il faut calculer BA et montrer que c'est in. Alors, B, on va remplacer B par cette expression. Donc, on aura in moins A, facteur in plus A. Tout ça, facteur A. On développe in fois in, etc. On a déjà calculé ça. Donc, on trouve ce qui est entre parenthèses. Donc, c'est-à-dire ça, après simplification. Donc, finalement, on va trouver in moins a au carré. Donc, c'est le même calcul. Et fois a. Alors, a, l'autre fois, était à gauche. Maintenant, a est à droite. Alors, BA est égal. Donc, lorsqu'on développe, in fois a, c'est a. Et moins a au carré fois a, c'est moins a à la puissance 3. Toujours, ça, c'est in. Même chose, même résultat qu'on a trouvé ici. A moins a à la puissance 3. C'est toujours in. Donc, finalement, on a montré que AB, donc, on a montré que AB est égal à BA est égal à la matrice identité. Cela veut dire que, donc, ça veut dire que B, ou bien B moins 1, est égal à A. C'est-à-dire que A est la matrice inverse de B. Voilà, ça c'est l'égalité 1. Donc, il est correct. Alors, puisqu'on a montré que l'égalité 1 est correcte, on peut maintenant cocher la bonne réponse. Alors, l'égalité 1 figure seulement dans la réponse A. Donc, la réponse B, il y a seulement 2. Réponse C, il y a 3. Donc, on va cocher la bonne réponse. Car la réponse A est la seule qui contient l'égalité A. Alors, maintenant, on a terminé la question. Ce qu'on va faire ici, on va vérifier, donc vérifier est-ce que l'égalité 3 est correcte. Alors, l'égalité 3, c'est B moins 1 égale A in plus A moins 1, facteur in moins A moins 1. Donc, pour montrer ça, donc ici, on a B est défini par un produit de deux matrices. Donc, B est égal in moins A facteur in plus A. Alors, pour calculer donc on veut calculer B-1, la matrice inverse de B. Ça revient à calculer l'inverse de ce produit ici. Alors, pour calculer l'inverse de produit de deux matrices, donc, on va utiliser le théorème suivant. Alors, on dit que si la matrice M, IN, deux matrices inversibles, alors, dans ce cas, on aura la matrice produit qui est Mn est aussi inversible. Et on a Mn moins 1 est égal à, donc n moins 1 fois m moins 1. On commence à partir de la droite. Alors, pour les élèves sciences expérimentales, vous apprenez ce théorème. Alors, pour les élèves sciences mathématiques, je pense qu'ils ont déjà vu ça dans les structures algébriques. Alors, on dit que x, y sont inversibles. Alors, si x, y sont inversibles dans un ensemble E, muni de la loi étoile, alors le produit xy est inversible et on a xy moins 1 est égal à y, ou bien ça c'est étoile, x étoile y. Alors x étoile y moins 1 est égal à y moins 1 étoile x moins 1. Donc pour les élèves sciences mathématiques, ils ont déjà vu ce théorème. Alors il ressemble à ce qu'on a fait ici pour les matrices. Alors maintenant on va utiliser ce théorème pour calculer l'inverse de la matrice produit in moins a facteur in plus a.
Avant ça, il faut montrer que les deux matrices sont inversibles, c'est-à-dire in moins a est inversible et in plus a est inversible. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser l'égalité 1. Donc, dans l'égalité 1, on a déjà montré que AB est égal à in. Alors, dans ce cas, on va remplacer B par son expression qui in moins a facteur in plus a. Alors, ça, c'est égal à in. Ça veut dire que on a ici in plus a, on l'a multiplié par cette matrice qu'on peut appeler C. On a trouvé in. Maintenant, il faut inverser, c'est-à-dire montrer que la matrice ici in plus a fois C à droite maintenant égale à in. Donc, pour cela, on va calculer in plus a à droite, fois à droite, la matrice C qui est a fois in moins a. Alors, on calcule ça, on va trouver in. Donc, in plus a facteur a fois in c'est a moins a fois a c'est a au carré. Alors en développant encore, on trouve que in fois a c'est a, in fois moins a carré c'est moins a carré, et puis a fois a c'est plus a au carré, a fois moins a c'est moins a 3. Alors moins a carré plus a carré c'est la matrice nulle. Alors il reste ici a moins a à la puissance 3. On a déjà vu, que ça est égal à in. Donc voilà ici a moins a3 est égal à in. Donc on remplace ici par in. Donc on a montré que in plus a est inversible. Alors c fois in plus a égale à in plus a fois c égale à in. Donc in plus a est inversible. Par la même façon, on va montrer que in moins a est inversible aussi. Et donc, les deux matrices ici, cette matrice, on a montré qu'elle est inversible. De la même façon, on montre que l'autre ici, in moins a, est inversible. Et dans ce cas, on peut utiliser directement le théorème. Alors, on va utiliser le théorème. Donc, la matrice B-1 qui est définie par ce produit. Donc, produit de deux matrices, moins 1 égale à n-1, m-1. Donc, on va appliquer ça. Alors, la matrice à droite, in plus a moins 1 fois la matrice à gauche, in moins a. Moins 1. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est l'égalité 3. Donc, on a montré que l'égalité 3 est aussi correcte. Question 23. Soit A et B de matrices carrées d'ordre n, telles que in-ab est inversible, alors in-ba-1 est égal. Réponse A, in-ab-1. Réponse B, b facteur in-ab-1 facteur A. Réponse C, in plus b facteur in-ab-1 facteur A. Alors ici, dans cette question, on nous demande de trouver in-ba-1, c'est-à-dire la matrice inverse de in-ba. Alors, on dit qu'une matrice M est inversible s'il existe une matrice N telle que le produit M fois N égale à le produit N fois M égale à la matrice identité IN. Alors, dans ce cas, on dit que N est égal à la matrice inverse de M, c'est-à-dire que M-1 est égal à N. Alors ici, pour trouver la matrice inverse de IN-BA, il suffit de multiplier IN-BA fois les réponses ou bien les résultats des réponses A, B et C. Alors, on va commencer par la réponse A. Donc, on va multiplier par IN-AB-1. Donc ici, on ne peut pas effectuer le produit puisqu'on ne connaît pas la matrice inverse de IN-AB. Alors, tout ce qu'on connaît d'après l'énoncé, que IN-AB est inversible. Donc maintenant, on va passer à la réponse B. Alors, cette fois, on va multiplier IN-BA par la réponse ici, B facteur IN-AB moins 1 facteur A. Alors, si on trouve la matrice identité, on va dire que c'est la bonne réponse. Sinon, on passe à la réponse C. Alors, ceci est égal à, donc ici, je vais développer, donc in moins BA facteur B. On va développer, alors in fois B, c'est B. Et in, ou bien moins BA fois B, donc on va avoir moins BA fois B, donc BAB, fois in moins AB,
moins 1 fois A. Alors ça c'est égal à. Alors cette fois, on va factoriser ici par B, mais à gauche. Donc on va avoir B facteur. Ici il reste la matrice identité, moins. Ici on va factoriser B à gauche, il reste AB. Facteur IN moins AB moins 1 facteur A. Alors ça c'est égal à. Donc on va avoir ici B. Alors le produit ici c'est quoi? Alors IN moins AB facteur IN moins AB moins 1. C'est-à-dire on a une matrice K fois K moins 1. Alors ça c'est égal à. Alors si K est une matrice inversible, alors ce produit est égal à IN. Alors dans l'énoncé, on dit que IN moins AB est inversible. Donc IN moins AB facteur IN moins AB moins 1, c'est la matrice identité. Donc on va remplacer ce produit par IN. Et ici il reste A. Alors c'est quoi B fois IN? C'est B. Donc ça c'est égal à B fois A. Donc on n'a pas trouvé la matrice identité. Ça veut dire que la réponse B est fausse. Maintenant on passe à la réponse C. Donc cette fois on va multiplier donc IN moins BA par la réponse C. On a IN, donc facteur IN plus B facteur IN moins AB moins 1 facteur A. Et on va voir est-ce qu'on va trouver la matrice identité. Alors ça c'est égal à. Alors ici on va multiplier IN moins BA fois IN. Donc on va avoir IN moins BA fois IN. Et puis on va multiplier ici IN, donc plus. Donc ici on a plus. On va multiplier IN moins BA fois la matrice à droite ici. B facteur IN moins AB moins 1 facteur A. Alors on trouve, donc ici on aura IN moins BA fois IN, c'est lui-même. Donc on multiplie par la matrice identité. Donc on va trouver IN moins BA. Plus, alors ici on va factoriser ou bien on va développer ici IN moins BA fois B. Donc on va avoir IN fois B, on va avoir B. Et puis moins BA fois B, c'est-à-dire moins BAB. Tout ça fois le reste qui est IN moins AB moins 1 fois A. Alors ceci est égal à, donc on aura IN moins BA plus, alors cette fois on va factoriser par B mais à gauche. Donc ici on a B à droite, cette fois on va factoriser par B à gauche. Donc on va avoir B facteur. Ici il reste l'identité, moins, donc ici on factorise par B, donc B il se trouve à gauche, donc on peut factoriser. Alors il reste A fois B. Donc comme on a fait tout à l'heure dans la réponse B. Alors tout ça facteur le reste qui est IN moins AB moins 1 fois A. Alors ceci est égal à, alors toujours IN moins BA et plus B. Alors c'est quoi ce produit comme tout à l'heure? IN moins AB fois IN moins AB moins 1. Matrice fois son inverse, c'est l'identité. Donc on va remplacer tout ça par la matrice identité. Alors il reste ici A. Alors ceci est égal à, donc IN moins BA et puis B fois IN c'est B, donc plus B, B fois IN fois A, c'est-à-dire BA. Alors moins BA plus BA, c'est la matrice nulle, donc finalement il reste IN. Alors finalement on trouve que IN moins BA facteur cette matrice ici de la réponse C est égal à la matrice identité IN. Alors on déduit que IN moins BA, bien sûr il faut calculer l'inverse, c'est-à-dire on a trouvé ici que IN facteur IN plus B facteur IN moins AB moins 1 fois A égale à la matrice identité. Donc l'inverse de la matrice IN moins BA est bien cette matrice de la réponse C. Alors bien sûr il faut calculer l'inverse, c'est-à-dire
comme on a déjà dit tout à l'heure, on calcule m fois n égale à n fois m égale à l'identité. Donc ici, il faut calculer l'inverse, c'est-à-dire commencer à partir de cette matrice ici à droite et on multiplie à gauche par in moins ba. Et on trouve in. On ne va pas faire le calcul. Donc il suffit de faire la même démarche. On va trouver toujours in. Alors on va cocher la bonne réponse. C'est la réponse C. Question 24. Soit j'ai une fonction décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert et grand g de x égale intégrale de 0 à x t g' de t dt, définie sur 0 plus l'infini. Laquelle parmi ces trois assertions est fausse? Réponse A, grand g de x inférieur ou égal à 0 pour tout x strictement positif. Réponse B, grand g croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Réponse C, grand g de x égale à x g de x moins intégrale de 0 à x g de t dt. Alors ici, on nous demande de trouver l'assertion fausse. Donc, on va commencer par l'assertion A. Donc, on nous dit que g de x ou bien grand g de x est négatif pour tout x strictement positif. Alors, tout d'abord, on va dire soit x strictement positif. Maintenant, on va voir est-ce que grand g de x est positif ou négatif. Alors, on a qui que soit x strictement ou bien qui que soit t appartenant à l'intervalle. Donc ici, on intègre entre 0 et x. Donc, qui que soit t appartenant à 0x, l'intervalle 0x, on va avoir g' de t. Et donc, puisque la fonction g croisse ou bien décroissante sur 0 plus l'infini, il est aussi décroissante sur 0x. Donc, g' de t sur cet intervalle est négatif, inférieur ou égal à 0. Et lorsqu'on multiplie par t, qui est positif à partir de 0x, donc si on multiplie ici par t, on va avoir ici inférieur ou égal à 0. Alors maintenant, on va intégrer entre 0 et x. Alors on va avoir intégrale de 0 à x de cette fonction t g' de t dt inférieur ou égal à intégrale de 0 qui est 0. Alors c'est quoi cette intégrale? C'est en fait grand g de x. Alors on a montré que grand g de x est inférieur ou égal à 0. Donc la réponse A est correcte. Maintenant on passe à la réponse B. On dit que g est croissant sur 0 plus l'infini. Donc ici, pour déterminer la monotonie de grand G, il suffit de calculer sa dérivée. Alors, on a G est défini par, donc c'est une fonction définie par une intégrale. Alors, j'ai déjà donné la formule de la dérivée d'une fonction définie par intégrale dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le concours de l'ENSA 2010, partie 3. Alors, on va rappeler ça. Alors, si on a une fonction, donc fonction f de x égale intégrale de u de x, une fonction u de x vers une fonction v de x de f de t dt. Alors la dérivée de f, bien sûr, il faut vérifier quelques conditions, c'est-à-dire que f doit être continu, les fonctions u, v doivent être dérivables, etc. Alors on va donner la dérivée de grand f. Alors grand f' de x, dans ce cas, on aura c'est v' de x fois f de v de x moins u' de x fois f de u de x. Donc, voilà la formule qu'il faut connaître. Alors, on va appliquer ça pour la fonction g ici. Donc, la dérivée de g. Alors, g' de x. Voilà, donc dans le concours, on ne vous demande pas de vérifier ce que la fonction à l'intérieur de l'intégrale est continue, etc. C'est pas demandé. Alors, g' de x, on va calculer la dérivée en utilisant cette formule. Alors, en fait, on va trouver exactement la fonction à l'intérieur de l'intégrale, mais au lieu de t, on va avoir x. C'est-à-dire, on va directement avoir x, g' de x. Donc, vous appliquez cette formule, vous allez trouver exactement ça. Bien sûr, pour les gens, ou bien pour les élèves sciences expérimentales. Pour les élèves sciences mathématiques, bien sûr, ils connaissent déjà ça. Alors, la dérivée ici, g', grand g' est égal x fois g' de x. Alors, on sait d'après l'énoncé que g est une fonction décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, en fait, g' ici est négatif. Si on multiplie par x qui est positif, on trouve aussi que c'est négatif. Alors, g' négatif, ça veut dire que grand g est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, dans la réponse G, on dit que grand G est croissant sur 0 plus l'infini. Donc, c'est une réponse fausse. Alors, on nous demande de trouver les assertions fausses. Donc, on va cocher directement la réponse P. Donc, ce n'est pas la peine de vérifier C.
Donc ici, si vous voulez vérifier la réponse C, donc ici, il y a une intégration par partie. Donc on va effectuer une intégration par partie dans l'intégrale de la fonction grand G de x pour trouver l'expression de C. Donc il est correct en fait. Donc par partie, on va trouver ça directement. Normalement, la réponse est terminée. Donc je vais calculer ça. Alors on pose. Donc la fonction à dérivée c'est t. On va poser u de t égale à t. Donc la dérivée de u de t, c'est u' de t égale à 1. La fonction à intégrer, c'est g'. Donc c'est-à-dire on va poser v' de t égale à g' de t. Alors on intègre, on trouve v de t égale à g de t. Alors maintenant par partie, on va voir intégrale ou bien grand g de x égale à entre crochets. On va avoir u fois v, c'est t fois g de t. Entre 0 et x moins intégrale de 0 à x. Maintenant, v fois u'. Alors ici, c'est 1 fois g de t. Donc, c'est exactement g de t dt. Donc ici, on trouve g ou bien grand g de x égale à... Ici, on va... pour t égale à x, on va avoir x g de x. Pour t égale à 0, c'est 0 moins intégrale de 0 à x g de t dt. Donc, je crois que c'est la réponse de... Donc, c'est le résultat de la réponse C. X g de x moins intégrale de 0 à x g de t dt. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc, on a vérifié que la réponse C est correcte. Alors, la seule réponse fausse, bien sûr, que c'est B. Question 25. La primitive de 1 sur cosinus x d de x est égale à... Réponse A, ln de valeur absolue cosinus x plus k. Réponse B, ln de valeur absolue tangente x plus 1 sur cosinus x plus k. Réponse C, ln de valeur absolue de 1 sur sinus x plus k. Alors ici, pour trouver la primitive de la fonction 1 sur cosinus x, il suffit de dériver les réponses A, B et C. Tout simplement. Donc, on va commencer par la réponse A. Alors, ici, on a ln, valeur absolue de u. Alors, tout d'abord, je vais vous rappeler que la primitive de la fonction de la forme u' sur u, c'est ln de la valeur absolue de u, plus constante. Et bien sûr, la dérivée de la valeur absolue de u, c'est u' sur u. Alors, on va appliquer ça ici. Donc, on va calculer la dérivée de cette fonction. Alors, ln de valeur absolue cosinus x plus k. Alors, la dérivée égale a. Alors, ici, on a cette formule. Donc, on va avoir cosinus de x prime sur cosinus de x. Et puis, la dérivée de k, c'est 0. Alors, ça, c'est égal à dérivée de cosinus, c'est moins sinus de x sur cosinus de x. Donc, ça, c'est différent à 1 sur cos. On ne trouve pas la fonction 1 sur cos. Donc, la réponse A n'est pas la primitive de 1 sur cos. Donc, c'est une mauvaise réponse. Alors, on passe à la réponse B. On va maintenant dériver cette fonction. Alors, on aura ln de la valeur absolue de tangente x plus 1 sur cosinus x et plus k. Alors, tout ça dérivé. Alors, ça, c'est égal à. Donc, on va avoir égal à. Alors, toujours, c'est u' sur u. Donc, la fonction à l'intérieur, prime, c'est-à-dire tangente x plus 1 sur cosinus x prime sur la même fonction qui est tangente x plus 1 sur cosinus x. La dérivée de k, c'est 0. Alors, ça, c'est égal à. Donc, la dérivée de tangente. La dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré de x. C'est aussi égal à 1 sur cos carré de x. Donc, on va mettre 1 sur cos carré de x. Et plus la dérivée de 1 sur cosinus x, c'est quoi? Toujours la dérivée de 1 sur f, c'est moins f' sur f au carré. Alors ici, on a 1 sur cos. Donc, on va avoir sin moins. Donc, sin moins ici. Et puis, la dérivée de cos, c'est moins sinus. Donc, on va avoir moins sinus de x. Et sur cosinus au carré. Cosinus x au carré. Alors, tout ça sur tangente x, ce qui est sinus de x sur cosinus de x et plus 1 sur cos de x. Alors, on simplifie, on trouve. Donc, ça, c'est égal à. Alors, au numérateur,
on va factoriser par 1 sur cos carré. Donc, on va avoir 1 sur cos carré de x. Facteur ici, il reste 1. Alors, moins fois moins, c'est plus. Donc, on va avoir plus sinus de x. Au dénominateur, on va donc factoriser par 1 sur cosinus x. Donc, on aura 1 sur cosinus x, facteur. Ici, il reste sinus x. Ici, il reste 1. Alors, maintenant, on va simplifier. Alors, 1 plus sin du x sur 1 plus sin du x, on va simplifier avec ça. Alors, il reste 1 sur cos carré du x sur 1 sur cosinus du x. Alors, ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est 1. Donc, la fonction au numérateur, c'est-à-dire 1 sur cos carré du x fois l'inverse de cette fonction au dénominateur, c'est-à-dire fois cosinus du x. Alors, on trouve, alors cosinus sur cosinus au carré, on va trouver 1 sur cosinus de x. Donc, voilà, on a trouvé la fonction de la question. Voilà, c'est 1 sur cosinus x. Donc, la bonne réponse, donc on a dérivé cette réponse, on a trouvé 1 sur cos. Alors, donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, ce n'est pas la peine de vérifier C. Alors, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, on peut calculer la primitive de cette fonction de manière directe. Alors, on aura primitif de 1 sur cosinus de x d de x. Alors, pour calculer, en général, pour calculer la primitive d'une fonction rationnelle en sinus et cosinus, alors si on a une fonction de la forme, alors fonction en sinus et cosinus x sur une autre fonction en sinus et cosinus x. Alors, pour calculer la primitive de cette fraction, on va utiliser l'astuce suivante. Alors, je vais vous montrer l'astuce de la règle de Bioch. Alors, règle de Bioch. Alors, dans cette règle, on dit que donc si cette fonction s'écrit sous forme un primitif de f de x d de x. Alors, la règle de Bioch dit que si la quantité f de x d de x reste invariant, donc est invariant par transformation x en moins x. Alors, le bon changement de variable dans ce cas, c'est on pose u égale à cosinus de x. Maintenant, si cette quantité f de x, d de x, reste invariant par transformation en x de x en pi moins x, alors dans ce cas, le bon changement de variable, c'est u égale sinus de x. Maintenant, si la quantité f de x, d de x reste invariant par transformation x en pi plus x, alors dans ce cas, le bon changement de variable, c'est u égale tangente x. Dans les autres cas, généralement, on pose u égale à tangente x sur 2. Alors, toujours, ce changement de variable aboutit. Alors, on va voir est-ce que notre fonction ici est invariant par x en moins x ou bien x en moins, pi moins x ou bien x en pi plus x. Sinon, on va poser tout simplement u égale à tangente x sur 2. Alors, on va voir. Alors, 1 sur, maintenant 1 sur, on va voir pour la transformation x en moins x. Alors, 1 sur cosinus moins x fois d2 moins x. Ça, c'est quoi? C'est, alors, cos moins x, c'est cosinus x. Et d moins x, c'est moins d de x. Alors, on va faire sortir un signe moins. Donc, on n'a pas trouvé la fonction de départ qui est 1 sur cos. On a trouvé moins 1 sur cos. Donc, le changement u égale à cos ne convient pas. Maintenant, on va essayer avec la transformation x en pi moins x. Donc, on aura 1 sur cosinus pi moins x fois d de pi moins x. Alors, on aura, alors cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x. Et puis, d de pi moins x, la dérivée de pi moins x, c'est moins d de x. Alors, on simplifie par signe moins. Il reste exactement 1 sur cosinus x, d de x. Donc, comme vous voyez, la fonction f de x, d de x est invariant par transformation x en pi moins x. Alors, le bon changement de variable dans ce cas, c'est exactement u égale à sinus de x.
Alors on pose. Alors pour calculer l'intégrale ou bien la primitive de 1 sur cosinus x d de x, on va effectuer le changement de variable. Donc on pose u égale à sinus de x. Maintenant on calcule d de u. Alors d de u est égal, dérivée de sinus c'est cosinus de x, d de x. Maintenant on va essayer de trouver d de x sur cos, c'est-à-dire la fonction à l'intérieur. Alors d de x, donc ici pour trouver d de x sur cosinus x, on va diviser ici les deux côtés par cos carré. Donc on va avoir d de u sur cos carré de x égale à, on divise ici par cos au carré, on trouve d de x sur cosinus de x. Alors c'est quoi cos carré? C'est 1 sur 1 moins sin carré. Donc d de u sur 1 moins sinus carré de x égale d de x sur cosinus de x. Et maintenant on va donc remplacer sinus x par u. Alors u égale à sinus x, donc on aura d de u sur 1 moins u au carré est égal à d de x sur cosinus de x. Voilà, maintenant on va remplacer 1 sur cos fois d de x par d de u sur 1 moins u au carré. Alors primitif de 1 sur cosinus de x, d de x est égal à primitif de d de u ou bien 1 sur... Donc 1 sur 1 moins u au carré fois d de u. Alors maintenant, pour calculer cette intégrale, on va tout simplement séparer cette fraction. Alors on aura 1 sur 1 moins u au carré est égal à 1 sur 1 moins u facteur 1 plus u. Donc cette fraction, il se décompose en quelque chose sur 1 moins u plus quelque chose, plus ou moins bien sûr, plus quelque chose sur 1 plus u. Donc une constante, c'est-à-dire une constante a et une constante b ici. Donc pour trouver a et b, donc on peut donc réduire au même dénominateur, etc. Donc ici c'est simple. Normalement a est égal à b égale à 1 demi. Donc on va avoir 1 demi facteur 1 sur 1 plus, moins u plus 1 sur 1 plus u. Alors si on fait la somme ici, on aura 1 plus 1 c'est 2 sur 2 c'est 1. Moins u plus u 0. Donc exactement on va trouver la fonction de départ. Alors, on va remplacer ici 1 sur cosinus x, d de x est égal ici à la primitive 1 sur 1 moins u au carré. C'est ça. Donc, 1 demi facteur 1 sur, ou bien on va mettre 1 demi à l'extérieur de l'intégrale. On va mettre 1 demi ici. On aura ici 1 moins u plus 1 sur 1 plus u. Tout ça, d de u. Alors, ça, c'est égal à 1 demi. Alors, bien sûr, on connaît la primitive de ces deux fonctions. Alors, normalement, ça, c'est 1 demi. Donc, on va essayer de l'écrire sous forme de u' sur u. Primitive de ça, c'est bien sûr ln de u, valeur absolue de u. Alors, on aura la primitive de... Alors, ici, la dérivée de 1 moins u prime, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, on va mettre 1 moins u prime et ainsi moins sur 1 moins u et plus 1 plus u prime sur 1 plus u. Tout ça, d de u. Alors, si on dérive 1 moins u, on trouve moins 1. Avec moins, on va avoir exactement la fonction de départ. Même chose ici. Si on dérive 1 plus u, c'est 1. Donc, voilà, 1. Alors, maintenant, la primitive de... On aura la formule ici u' sur u, c'est-à-dire 1 moins u prime sur 1 moins u. Donc la primitive, c'est exactement, donc ici on a un 6 moins, déjà un 6 moins, ln, valeur absolue de 1 moins u. Plus ici on aura ln, valeur absolue 1 plus u. Alors ça c'est égal à, donc ici on aura 1 demi, ou bien moins 1 demi, ln. Alors, 1 moins u, maintenant on va remplacer u par son expression. On a déjà posé au début u égale à sinus x. Donc, il faut remplacer. La primitive doit être normalement en fonction du x et pas en fonction de u. Donc, on va remplacer ici par x. On aura ln de valeur absolue 1 moins sinus x plus 1 demi facteur ln valeur absolue 1 plus sinus de x. Alors maintenant, je vais me débarrasser de la valeur absolue puisque 1 est toujours supérieur à sinus.
Même chose, 1 est supérieur à moins sinus. Donc, on va éliminer la valeur absolue. On va avoir moins 1 demi ln 1 moins sinus de x plus 1 demi ln 1 plus sinus de x. Alors, ça, c'est égal à 1 demi facteur. Donc, ici, on a ln de a moins ln de b. Bien sûr, c'est ln de a sur b. Donc, ça, c'est ln de a sur b. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On aura ln de la fonction ici, ln de 1 plus sinus de x sur 1 moins sinus de x. Alors, lorsqu'on a calculé la primitive, normalement, il faut ajouter une constante k. Donc, plus k, plus k, plus k, etc. Donc, ici, plus k. Alors, dans l'expression de la réponse B, on a, voilà, donc on a ln, valeur absolue de tangente plus 1 sur cos. Donc, on va essayer de trouver cette fonction. Donc, il faut trouver ln, valeur absolue de tangente x plus 1 sur cos de x, valeur absolue. Alors, pour cela, donc ici, on a cosinus au dénominateur. Donc, pour faire intervenir cosinus ici au dénominateur, on va tout simplement multiplier 1 moins sinus fois son conjugué pour avoir 1 moins sin carré, qui est cos carré. Donc, voilà, on va multiplier. Donc, on aura égal à 1 demi ln. Donc ici, on va multiplier numérateur et dénominateur par 1 plus sinus de x. Alors, au dénominateur, on va avoir identité, c'est 1 moins sinus carré de x. Au numérateur, on va avoir 1 plus sinus de x au carré, plus la constante k. Ça, c'est 1 demi. Alors, ici, on va avoir ln de 1 plus sinus de x. Alors, c'est quoi 1 moins sin carré? C'est cos carré. C'est cos carré de x. Alors, on va mettre uniquement cosinus. Cosinus de x. Alors, ici, on a le carré au numérateur et cos carré au dénominateur. Donc, on va mettre le tout au carré. Plus k. Alors, ça, c'est égal à. Donc, le 2, je vais faire descendre devant ln. Donc, 2 sur 2, c'est 1. Donc, on va avoir uniquement ln. Donc, ici, on aura la valeur absolue. Donc, puisqu'on a éliminé le carré ici, donc on va avoir la racine, ou bien la valeur absolue de 1 plus sinus de x sur cosinus de x, valeur absolue, plus la constante k. Donc, ça, c'est égal à ln, valeur absolue, 1 sur cos de x, plus sinus sur cosinus, c'est tangente de x, plus la constante k. Donc, c'est exactement l'expression de la réponse B. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.